Alors je commencerai par la première question, la question donc du financement des ONG. Alors il y a lieu déjà de s'interroger. Pourquoi des financements internationaux qui ont toujours été présentés comme des mécanismes mis en place pour soutenir les populations en difficulté? Pourquoi à un moment donné ces financements s'arrêtent au moment même où ces populations sont le plus en difficulté? Donc c'est des questions qu'il faut déjà se poser. Vous avez remarqué qu'au Burkina Faso, il y a un gros travail déjà d'assainissement même du milieu des ONG. Tout cela pour vous dire aujourd'hui que il ne faut pas s'émouvoir de ce que les financements internationaux accordés aux ONG s'amenuisent. J'ai l'habitude de dire aujourd'hui, certains s'étaient préoccupés, et par exemple du fait que le nouveau président des États-Unis ait décidé de mettre fin à un certain nombre de financements. J'ai dit plutôt qu'il faut s'en réjouir. Vous savez, si 65 ans après, je pense que le chef de l'État l'a dit, si nous-mêmes nous ne sommes pas capables de travailler pour manger à notre faim, de travailler pour nous soigner, que nos enfants aillent à l'école, pour prendre en charge nos personnes indigentes, je pense que nous devons répondre de l'histoire. Parce que nous avons tout. Nous avons toutes les potentialités pour pouvoir le faire. Et l'arrêt de ces financements va nous pousser dans notre sursaut et surtout à prendre conscience que nous pouvons le faire par nous-mêmes. Donc, le milieu des ONG, vous êtes de ce milieu. Vous savez, l'humanitaire, malheureusement, est devenu souvent au fil du temps, pour certaines ONG, un fonds de commerce. Vous allez voir au Burkina Faso, il y a certaines ONG, leur rapport, il faut toujours faire en sorte que ce soit alarmant. Ça ne va pas. Pas parce qu'ils ont pitié des populations, mais parce que c'est ça qui peut permettre d'aller collecter des financements. Donc ça veut dire qu'on se joue de la vulnérabilité et de la misère des populations. Donc cela ne nous émeut guère. C'est aussi l'occasion et le moment pour les ONG, en tout cas celles qui sont véritablement engagées dans les objectifs affichés d'assistance, de soutien au relèvement, de repenser aussi leur mode d'action, de repenser leur mode de financement et surtout d'explorer d'autres alternatives de financement. Parce que ceux qui vous financent, ceux qui vous disent ce qu'il faut faire. Nous avons des ONG sur le terrain, sous le couvert de l'humanitaire, qui collectent des informations qui n'ont rien à voir avec l'humanitaire. Quel est l'objectif? Donc, comprenez qu'il y a certains que nous avons chassés et aujourd'hui, ils sont sortis de la porte, ils veulent passer par la fenêtre, voilà, pour continuer leurs actions de sape. Et bien souvent, c'est ce canal-là qui est utilisé. Donc vous êtes dans des ONG. Vous avez travaillé longtemps dans les ONG. Vous avez l'expérience. Vous avez l'expertise. Sortez de vos certitudes. Explorez de nouvelles manières de faire, des modes alternatifs de financement. Et je suis convaincu que vous allez y arriver. Et surtout, vous allez agir en toute indépendance. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Déjà au Burkina Faso, si vous remarquez, le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire aujourd'hui déploie beaucoup d'énergie pour pouvoir porter assistance aux populations qui sont dans le besoin. Évidemment, nous avons des ONG sincères, des associations crédibles
effectivement, qui sont actifs aussi sur le terrain, et il convient de les saluer. Mais, comme je dis, la main qui reçoit est toujours au-dessous de celle qui donne. Et celle qui reçoit subit. Parce qu'à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude. Nous prendrons toujours les dispositions pour faire en sorte qu'aucun citoyen burkinabé ne soit laissé sur le bas côté de la route à cause de ses vulnérabilités, à cause de ses fragilités, que ce soit en lien avec la crise sécuritaire, que ce soit en lien aussi avec d'autres formes de vulnérabilité. Donc, il faut que nous puissions avancer résolument ensemble et ne pas laisser ceux qui sont dans la difficulté donc derrière nous. La deuxième intervention, effectivement, c'était plus un commentaire. Ce que je note surtout, c'est l'appel à plus de proximité avec les ambassades, avec l'ambassadeur. Souvent, ce n'est pas simple parce que les représentations diplomatiques aussi, le personnel est assez limité. Et au quotidien, les sollicitations même au sein de la représentation sont là, mais faites en sorte de trouver aussi le temps de pouvoir donc manifester cette proximité avec la population. Concernant l'implication de la diaspora, soyez rassurés, nous y travaillons. Le ministère des Affaires étrangères, ils ont reçu pour instruction de travailler. Si vous avez vu récemment, ils ont déjà demandé à nos représentations diplomatiques de pouvoir faire le point déjà de nos concitoyens qui sont détenteurs d'une certaine expertise dans certains domaines. Et cela va se poursuivre. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le pays même qui appelle d'abord, ce sont les citoyens burkinabés, même de la diaspora, dans un sursaut, qui ont soif de venir contribuer. Donc, il faut créer les conditions pour qu'ils puissent venir, qu'ils puissent investir et apporter donc leur expertise, leurs moyens pour la transformation durable de notre pays. Parce que de toute façon, un adage de chez nous dit que quand vous dormez sur la natte d'autrui, bon, vous risquez de vous retrouver à terre à tout moment. Donc ça veut dire que quand bien même vous avez réussi ailleurs, l'idéal, c'est d'avoir vraiment son capital aussi chez soi, d'investir au pays, de réussir au pays, et bien sûr, cela vous garantit plus aussi de sécurité. Donc, il y travaille pour mettre en place un dispositif vraiment opérationnel qui facilite tout. Parce que nous savons bien souvent que la difficulté, c'est que un citoyen du Burkina Faso établi dans un autre pays qui veut investir, ne serait-ce que pour avoir souvent même un titre foncier sur un terrain, pour avoir tel agrément, pour avoir tel document, c'est tellement difficile. Donc l'instruction, c'est qu'il fasse en sorte que le citoyen de là où il est puisse se faire établir ses documents. Donc ce qui facilite déjà la formalisation des différentes initiatives et ce qui va encourager les gens à revenir. Mais au-delà de ça, le Burkina est en pleine transformation. Le président l'a dit, aujourd'hui, il ne s'agit pas juste de produire, il faut transformer. Il faut transformer et il faut trouver des solutions endogènes. Nous avons cette chance d'avoir des Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur qui ont acquis des expériences avérées dans tous les domaines. Ils sont même sollicités ailleurs. C'est vrai qu'on dit que nul n'est prophète chez soi, mais il faut que nous ayons des prophètes chez nous maintenant. Donc les faire revenir, leur faire confiance, leur donner la possibilité d'apporter donc des solutions vraiment aux défis et aux problèmes que nous vivons. Donc le ministère des Affaires étrangères y travaille. Et pour ce qui concerne la question de celle qui passe ses vacances ici, non, je pense que quand vous dites est-ce que c'est votre droit de refuser, c'est votre devoir de refuser. Parce que bon, vous n'allez pas, vous savez pertinemment que ça relève des raquettes. Ce n'est adossé à aucun texte légal. Donc, quand quelqu'un investit d'une autorité quelconque, abuse et vous dit de payer tel montant, mais je ne vois pas pourquoi vous allez payer. Je pense que ça suppose que vous avez même le montant dans votre poche. Si vous ne l'avez pas. Ou bien. Donc, je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Mais je comprends aussi que, évidemment, on se retrouve fragile, seul, face souvent à pratiquement une institution. Parce qu'en réalité, quand une personne est investie d'une certaine autorité, de certains attributs, ce n'est plus un individu, c'est une institution.
Donc on peut se sentir écrasé et puis on est tenté de céder, voilà, pour se préserver peut-être de représailles, mais c'est un devoir de refuser. Voilà, à ce niveau je pense que c'est clair. Le compatriote qui a évoqué aussi les questions donc, des certificats de résidence tantôt, il a refusé de payer, mais je pense qu'il a continué son chemin. Voilà, donc tout cela relève de pratiques qui doivent s'arrêter. Parce que je ne vois pas pourquoi un citoyen qui est en règle, qui a tous ses documents, on va lui demander, malgré tout cela, de payer quelque chose pour pouvoir aller et venir. Donc nous allons mener ce combat-là. Et comme je vous dis, les ministres de la Sécurité de la Confédération se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises, déjà même pour les passeports AES, pour l'harmonisation d'un certain nombre de choses. Cela va se poursuivre et je pense que cette question est au cœur également de leurs préoccupations et surtout faire en sorte donc de trouver les moyens d'y mettre fin. Donc je pense que j'ai répondu aussi à la question en lien avec le certificat. Il n'y a pas lieu de payer quand vous êtes en règle. Et même quand vous n'êtes pas en règle, la loi a déjà établi ce que vous devez payer. Et une fois que vous payez, il y a peut-être un reçu, il y a une quittance que vous recevez en retour qui montre que vous êtes acquitté de la contravention ou de je ne sais quelle autre pénalité. Mais il n'est pas question de remettre de l'argent, la personne en poche, vous continuez, il n'y a rien. Bon, voilà. Donc ça relève de la corruption, ce n'est pas normal. Sinon, chaque fois que vous devez payer pour quoi que ce soit, c'est prévu par les textes en principe, et le montant, et les modalités de paiement, et ce que vous devez recevoir en retour, qui montre effectivement que vous êtes acquitté de la contravention. Donc, je pense que ça, c'est ce qui est clairement établi. Tout le reste relève donc de la corruption et des raquettes et des tracasseries. Ce contre quoi donc nous allons lutter vraiment de toutes nos forces. Donc voilà ce que je peux dire en réponse aux différentes préoccupations. Donc je vous remercie une fois de plus.